Aujourd'hui, il n'y a pas de communistes en France. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation. En cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que c'était pas un adversaire. Puisque vous prenez Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild. Voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore pour l'Élysée, on se dit bon, encore, mais alors encore plus savoureux. On va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe. Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand, pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui allait. Son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où? De la banque Rothschild également. Donc on voit bien que cette banque-là, qui effectivement a un visage, a des noms et au fond a surtout certaines qualités, eh bien est devenue pourvoyeur donc de collaborateurs de haut niveau et certainement talentueux aux côtés donc du nouveau pouvoir. Voici Mathieu Pigasse, ce banquier, patron des Inrecuptibles, actionnaire du Monde, est aussi un proche et un puissant soutien du Parti socialiste. C'est sa banque, la Banque Lazare, qui vient d'être désignée par le ministère des Finances pour une mission de conseil afin de bâtir la banque publique d'investissement promise pendant la campagne. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Les Français. Le président de la République a tenu aussi à apporter une précision de comportement et de méthode. C'est la collégialité, c'est la solidarité et ça a l'air de vous manquer, la responsabilité. Il est beau, beau, beau. Ouais, mon vieux. Il est caca. Il est beau caca. Ah, ça oui. Il est beau quoi. Il est beau ça. Il est beau ça. À Saint-Frion, moins de 300 habitants à l'est de la Creuse, le maire et son adjoint ont tourné ça dans tous les sens. Coût du transport, manque de structure et de personnel qualifié, la réforme en septembre 2014, ils ne pourront pas l'appliquer. Si on passe à 4 jours et demi, il faudra, comme ils nous ont demandé, pour les périscolaires, d'avoir des gens pour s'en occuper et tout. On n'aura pas. À Magny-à-l'Étrange, à 1 heure de Guéret, même combat. Élus, parents et enseignants sont opposés à la semaine de 4 jours et demi qui privera les enfants d'un jour de repos. Le coût de la réforme est estimé à 10 000 €, une somme qui met en péril le budget communal. Nous n'avons pas les moyens, ni les moyens humains, ni les moyens financiers, ni les structures, ni les bâtiments, ni tout ce qui va avec pour pouvoir appliquer cette loi de façon correcte. Ce que nous espérons, c'est que, disons, ces arguments de sagesse remonteront jusqu'au ministère de l'Éducation nationale et que les responsables se rendront bien compte que ce n'est pas possible. Et nous accorderons, au moins aux petites communes qui le demanderont, des dérogations pour pouvoir continuer cette semaine de 4 jours. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chacun se souvient qu'en première lecture, notre groupe avait déposé une motion de renvoi en commission sur ce texte. Aujourd'hui, la marche forcée, on peut dire, s'accélère sur un texte qui, à bien des égards, va bouleverser nos institutions locales et préoccupe nos concitoyens et leurs élus. Oui, les grandes associations d'élus sont préoccupées. Je pense notamment à l'AMF, qui rassemble les maires de France, toutes sensibilités confondues, et dont le président Jacques Pélissard estime, je cite, que les métropoles constituent un danger réel de marginaliser le maire et les élus. Il faut dire que finalement, tout se passe dans le dos des citoyens et de leurs élus. Toutes les mesures contenues dans ce texte auraient nécessité l'organisation d'un vaste débat national, une écoute des aspirations montantes. C'est ce que nous avions commencé à initier à l'automne dernier, ici au Sénat, avec les États généraux des collectivités territoriales, qui avaient permis aux élus locaux d'exprimer à la fois leur désarroi devant les réformes entreprises, les contraintes réglementaires,
et le manque de moyens et leur attente aussi du respect de chaque niveau de collectivité, d'un statut de l'élu local, d'un cadre rénové précisant les missions de chacun pour améliorer les coopérations nécessaires. Chacun s'accordait enfin pour affirmer le rôle primordial de nos communes et la nécessité d'une nouvelle étape de décentralisation, replaçant au cœur de sa démarche les droits et libertés locales, tout en attendant une présence forte de l'État à leur côté pour assurer la cohérence d'ensemble et l'égalité entre les territoires et les citoyens qui y vivent. Prolonger un tel débat était possible en profitant de la période électorale qui s'ouvre, avec les municipales en mars prochain, mais vous avez choisi d'opter pour un vote rapide, avec un débat tronqué, afin de répondre d'abord, il faut bien le dire, aux injonctions de Bruxelles qui vous demandent de réduire toujours plus les dépenses publiques. À ce propos, permettez-moi de citer la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 29 mai dernier concernant le programme de stabilité de la France pour la période 2012-2017, qui, dans son point 10, estime, je cite encore, que l'examen en cours des dépenses publiques, qui concerne non seulement l'administration centrale, mais aussi les administrations des collectivités locales et de la sécurité sociale, devrait indiquer comment améliorer encore l'efficacité des dépenses publiques. Il est également possible de rationaliser encore les différents niveaux de compétences administratives afin d'accroître encore les synergies, les gains d'efficacité et les économies. La nouvelle loi de décentralisation prévue devrait traiter de cette question. C'est écrit noir sur blanc dans un document donc, que je tiens à votre disposition, mes chers collègues. Entre le gouvernement et ses alliés, il y a ceux qui sont dedans, comme les écologistes, qui sont dans le gouvernement. Il y a ceux qui, comme vous, sont en dehors du gouvernement, de même que les communistes, et les relations se sont tendues ces derniers jours, il faut bien le dire. La réalité de la situation économique rattrape le gouvernement, par ailleurs, et l'oblige aussi à faire des choix qui n'étaient pas exactement ce qui était prévu pendant la campagne présidentielle. Un exemple, le pacte de compétitivité qui a été annoncé cette semaine et qui suscite des critiques aussi virulentes à gauche qu'à droite, pas forcément pour les mêmes raisons bien entendu. On voit même parfois des textes rejetés par la gauche avec le renfort de la droite. Alors parfois ça peut faire perdre la tête, les gens peuvent s'y perdre. On va essayer de clarifier tout cela au cours de ce 12-13 dimanche. Mais on commence par notre image de la semaine, deux portraits, deux hommes qui représentent deux empires, vous vous en doutez. Barack Obama pour les États-Unis et Xi Jinping, nouveau président chinois. Duquel des deux vous vous sentez le plus proche? Aucun, je suis terriblement français et européen. Celui-ci, Barack Obama, était le moins pire des deux, on nous l'a assez expliqué, mais les États-Unis d'Amérique, c'est une élection où l'argent commande tout. Il faut 1 milliard pour être président des États-Unis. Mais il veut taxer les riches, malgré tout. Oui, oui, il veut toutes sortes de choses. Il voulait fermer le bagne odieux, le centre de torture de Guantanamo, il ne l'a toujours pas fermé. Les prisons secrètes de la CIA existent toujours en Europe. Quant à celui-ci, le président de la République chinoise, il est élu en dehors de toute élection, donc c'est à peine si on peut parler d'élection, il est élu par les membres du Parti communiste chinois. Il est confronté à une difficulté dont on espère qu'il va la régler. Lui, au moins, il a les pouvoirs de gouverner. Est-ce que le marché intérieur chinois va venir permettre à la croissance chinoise plus écologique de continuer, parce que sinon nous sommes tous morts. Le ralentissement de l'activité en Europe est en train d'atteindre tout le monde. Les États-Unis d'Amérique sont dans un moment dramatique de leur histoire, et je prends rendez-vous avec vous, maintenant que ces deux élections sont terminées, la finance internationale va réattaquer l'Europe. Rendez-vous en janvier, vous verrez qu'ils s'attaqueront à la France en premier. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique sont en danger de redescendre dans l'échelle des puissances. Voilà. Alors, on va maintenant parler de la France, parce qu'on va parler du chômage, notamment, qui continue d'augmenter de mois en mois. Et le gouvernement dit vouloir mettre toutes ses forces dans la lutte contre le chômage, créer les emplois à venir. Il se base pour cela sur le rapport Gallois, vous l'avez déjà critiqué, mais vous n'avez pas évoqué notamment ce qu'a décidé le gouvernement. Le gouvernement a décidé 20 milliards d'allègements d'impôts pour les entreprises d'ici 2014 à travers des crédits d'impôts. 20 milliards, finalement, c'est presque un investissement pour l'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas tenter le coup? 20 milliards pour 300, 400 000 emplois. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir? 300 ou 400 000, il faudrait savoir. C'est 300 000. Mais faisons le bilan, si vous voulez, déjà rien que ça, pour faire un peu crever la bulle du baratin. 300 000 emplois pour 20 milliards égale 60 000 emplois. 60 000 euros par emploi. Un professeur, ça coûte 40 000 euros. Tout ça est totalement disproportionné. Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas vrai. Le rendez-vous est donné pour 2017. Est-ce que c'est 300 000 emplois entre maintenant et 2017, ça fait pas la maille, ou c'est en 2017? Bref, tout ça, c'est une erreur de diagnostic au départ. Leur idée, c'est que le travail coûte trop cher. Or, le travail est la seule source de revenus
et de production de richesse du pays. Ce qui coûte cher en France, je le dis solennellement, c'est le capital. Regardez, au cours des 5 dernières années, la part qui a été donnée en rémunération du capital, c'est-à-dire pour récompenser le capital, les dividendes, ça a augmenté de 27%. Le principe à Bruxelles, c'est qu'il faut toujours être là. Il faut même coucher là, et j'ai d'ailleurs loué un lit de camp pour rester quand il le faut. Ça permet de défendre nos intérêts. Et quand on a la chaise vide ou qu'on laisse à des fonctionnaires ou des diplomates, on est moins fort. Votre chaise était vide à Florange? J'avais pas de chaise à Florange. Merci. Cette restauratrice place minutieusement ses tout nouveaux sets de table. Il s'agit en fait de CV anonymes. Toute idée novatrice pour relancer l'emploi est bonne, donc c'est une très bonne idée. Proposition de loi. Monsieur Carvalho a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous avons à nous prononcer prolonge la loi dite de sécurisation de l'emploi. Transgression législative de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, conclu entre le MEDEF et 3 syndicats minoritaires. Nous savons aujourd'hui d'expérience, car le patronat s'en est immédiatement emparé, qu'elle facilite les suppressions d'emplois, les liquidations d'entreprises et fragilise les salariés dans la défense de leurs droits. J'en ai donné plusieurs exemples au cours de nos débats. Elle a créé un article nouveau dans le Code du travail qui impose aux entreprises rentables qui décident néanmoins de fermer des sites et de licencier, de rechercher un repreneur. Cette proposition de loi définit donc le contenu juridique de cette disposition. Ce texte est l'expression de l'impuissance publique et du renoncement politique dans lesquels la France est plongée. Il part en effet d'un postulat selon lequel il serait impossible de s'opposer à la fermeture d'un site rentable au prétexte que nous violerions alors le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, principe constitutionnel. Ce choix de la démission politique, qui vaut reconnaissance de la supériorité des intérêts privés sur l'intérêt général, est absolument contestable. Il est d'autant plus qu'il signifie que désormais l'État renoncerait à toute nationalisation et même à toute participation publique, quand bien même l'intérêt national l'exigerait. Cette soudaine et hypothétique jurisprudence constitutionnelle dissimule en réalité l'absence de volonté politique d'affronter les géants de l'économie et de la finance, les groupes licencieurs et les patrons voyous. Le rapport de cette proposition de loi en montre d'ailleurs l'impact limité, puisque le dispositif ne porterait que sur 15% des plans de sauvegarde de l'emploi et sur 30% seulement des salariés touchés par CPSE. Quelle dérision face aux 750 000 emplois industriels disparus en 10 ans et au rythme de 1 000 emplois supprimés par jour. Ce qui nous est proposé n'est pas de nature à stopper cette hécatombe. Tout est organisé pour que les entreprises se dérobent aux timides obligations auxquelles elles sont censées être soumises. Elles devront rechercher un repreneur, ce qui ne leur fait pas obligation de le trouver. Elles ne manqueront pas d'opposer un avoir voulu, avoir pas pu, le tribunal de commerce qui pourra être saisi en cas de conflit entre les employeurs et les salariés s'il établit la mauvaise foi de l'entreprise dans la recherche du repreneur, n'aura aucun moyen d'imposer une offre sérieuse et crédible qui aurait été injustement repoussée. Quant aux sanctions, dont le coût pourrait être le double de celui d'un plan de sauvegarde de l'emploi, soit l'équivalent de 20 SMIC par emploi supprimé, je rappelle que Continental, pour fermer son usine de Clairoy, a dépensé 50 millions d'euros, soit 40 SMIC par emploi supprimé. Les groupes paieront donc et parviendront à leur fin. Le second volet du texte a pour objet de contrer les prises de contrôle d'entreprise par les groupes prédateurs. Ces dispositifs ne sont évidemment pas inutiles, mais pas à la mesure de l'ampleur des ravages financiers et spéculatifs. La lutte contre la financiarisation de l'économie et pour que l'argent se reconnecte à l'économie réelle exige une toute autre volonté politique par laquelle l'intérêt général doit reprendre ses droits sur les intérêts privés. C'était le sens de notre proposition de loi visant à interdire les licenciements sans motif économique que la majorité n'a pas voté. Ce texte en est à 1000 lieues. Nous nous abstiendrons donc sur ce texte. Au cours de cette semaine, le budget 2014, en tout cas dans ses grandes lignes, a été présenté. La fiscalité aussi, c'est très important puisque les Français viennent de recevoir leur feuille d'impôt.
et vous savez que c'est ce qui les concerne au premier chef, ils sont inquiets, ils expriment souvent beaucoup de mécontentement, d'inquiétude. D'abord, plaçons le cadre et la situation économique, si vous le voulez bien. Vous aviez dit, il y a tout juste un an, d'ailleurs sur le plateau de TF1, que vous vous engagiez à inverser la courbe du chômage. Ici, la fin 2013, le nombre de demandeurs d'emploi a encore augmenté au cours des 3 derniers mois. C'est vrai que l'augmentation est moins rapide, mais l'augmentation est réelle. L'engagement va être difficile à tenir. On est loin du compte, monsieur? Non, on est tout près du but. Je m'étais engagé devant vous, donc devant les Français, l'année dernière, à la même époque, pour leur dire je ferai tout avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour inverser la courbe du chômage à la fin de l'année 2013. Nous y sommes, presque. Le chômage était censé avoir baissé de 50 000 personnes au mois d'août. Il n'en est rien, car ce n'est pas 50 000, mais 22 à 29 000 demandeurs d'emploi en moins dans la catégorie A. Une erreur due à un bug de l'opérateur SFR. Manuel Valls a estimé cette semaine que les Roms avaient vocation à retourner en Roumanie. Ça doit rejoindre vos positions, vous qui militez contre l'espace Schengen. C'est vrai que j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, je me suis dit qu'on pourrait presque lui donner sa carte d'adhérent au Front National. On pourra lui remettre sa carte d'adhérent à condition, et c'est une condition importante, qu'il change radicalement de position sur la question des frontières, sur la question de Schengen et sur la question de la libre circulation dans l'Union européenne. J'ai toute confiance dans le ministre de l'Intérieur. Sa tâche est difficile. Assurer la mission pour la sécurité des Français, dont on sait la situation que nous avons trouvée, ça demande de la ténacité. Mais ça demande aussi une cohérence et une cohésion gouvernementale. La politique du gouvernement, c'est la politique de tout le gouvernement. Je crois également nécessaire de mieux associer les citoyens à la vie publique. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d'initiative populaire. La loi organique permettant l'application de cette mesure n'a toujours pas été adoptée. J'ai demandé au gouvernement de soumettre un projet au Parlement avant la fin de l'année. Tiens, regarde, ça y est, c'est parti là. Ça y est, c'est parti. Ça y est.